Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence du coup parce que voilà, on a un beau programme cet après-midi. Donc déjà, je vous remercie à tous d'être présents pour le lancement de cette série de webinaires organisés par la destination touristique Cœur de Bretagne Calonne Braise. Ces webinaires, ils sont organisés en partenariat avec les offices de tourisme du territoire et les comités de communes également. Ils ont pu être organisés grâce à l'important soutien aussi du Conseil régional dans cette démarche. L'animation du webinaire sera assurée donc par Françoise Schmitt, que vous voyez à votre écran. Bonjour. Par David Paquet. Bonjour également. Et Gilles Bourgeois. Et bonjour à mon tour. Voilà, donc 3 consultants du réseau Alliance Consultant Tourisme qui vont nous accompagner tout du long de cette mission. Donc pour information, les webinaires, ils sont enregistrés. L'objectif, c'est qu'on puisse vous diffuser les liens vers les replays ensuite, et également aux personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Concernant le déroulé, donc si vous avez des questions tout au long de la présentation, on vous invite à les poser dans l'outil de discussion qui est disponible. Voilà, on essaiera de répondre à vos questions entre chaque partie. Et en tout cas, un échange plus global aura lieu à la fin de cette présentation. Avant donc de laisser la parole aux intervenants, je vais rapidement vous présenter la destination touristique Cœur de Bretagne. Voilà, que vous ayez une notion un peu claire avant de démarrer de ce qu'est cette destination. Donc, on a un territoire qui est situé sur 3 départements, donc le Morbihan, le Finistère et les Côtes-d'Armor. On est sur 8 comités de communes, plus une partie de la communauté de communes de Guingamp-Paimpol agglomération. Donc voilà, un territoire central sans la mer, ce qui nous caractérise. Le positionnement de notre destination touristique, ce qui nous unit tous sur ce territoire, c'est le côté un peu autre Bretagne. Donc le positionnement, c'est partir à la rencontre d'une Bretagne insoupçonnée, dans l'idée de montrer qu'en Bretagne, il n'y a pas que la mer, mais qu'on a des choses aussi très intéressantes à découvrir et à faire valoir au cœur du territoire. Donc sur cette destination, on a identifié 14 sites incontournables. C'est des sites, on va dire, qui bénéficient d'une plus grande notoriété et qui nous permettent voilà, de nous mettre en avant. Et l'idée, bien sûr, c'est de s'appuyer sur ces sites-là pour diffuser les flux touristiques vers d'autres sites du territoire. Donc, on peut citer le canal de Nantes à Brest, Pontivy, le Faouët, la Route du Lin, le Festival des Vieilles Charrues, Huelgoat, le lac de Garlédan, le Pays des Rouen, le domaine de Kerguénec, le domaine de Trévarez, la vallée des Saints, les monts d'Arrée, Guémené-sur-Scorff et l'abbaye de Montrepos. Cette destination, elle est aussi réunie autour de thématiques fortes. L'itinérance comme mode de découverte, il va beaucoup en être question aujourd'hui, donc vous aurez l'occasion d'apercevoir ce que cette thématique peut représenter sur un territoire comme le nôtre. La culture vivante et actuelle, un patrimoine riche et emblématique, forcément les questions de nature, des racines bretonnes, et enfin la convivialité et le goût du partage. Je vous mets une petite vidéo qui va durer quelques secondes, comme ça vous aurez une immersion dans l'univers de cette destination. Donc voilà quelques images pour identifier ce territoire et voilà, mieux avoir en tête à quoi correspond le cœur de la Bretagne.
La destination touristique, c'est un territoire de projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une stratégie de développement touristique. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser le développement touristique sur ce territoire intérieur en créant des liens à la fois avec les stratégies des différents acteurs, que ce soit des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics, donc les offices de tourisme, les communautés de communes, les professionnels, les départements ou la région. Voilà, l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble pour développer, faire connaître ce territoire. Et nos missions s'articulent autour de 4 axes. Donc, partir à la rencontre d'une Bretagne insoupçonnée, l'itinérance comme mode de découverte, une culture créative, vivante et festive, et des patrimoines qui contribuent à valoriser une destination insoupçonnée. Et un axe important aussi autour de la promotion et de la commercialisation de cette Bretagne insoupçonnée, voilà, pour mieux nous faire connaître en Bretagne. Alors, pourquoi ce cycle de webinaires ? Donc nous, on a voulu, dans ce contexte beaucoup perturbé avec la crise sanitaire, l'idée, c'était d'apporter un soutien aux acteurs professionnels du territoire en donnant donc une vision globale des tendances et des transformations qui sont actuellement en cours, de vous aider aussi à faire face dans ce contexte de crise, à adapter vos prestations, votre offre, d'optimiser la gestion de votre structure, de vous accompagner dans les choix que vous pouvez faire quant à l'utilisation de certains canaux de commercialisation ou de communication. Tout au long de la série de ces webinaires, il y a de nombreux outils qui vous seront présentés, illustrés d'exemples, et l'objectif, ce sera vraiment que vous puissiez vous approprier ces outils pour retravailler votre offre, l'adapter, l'ajuster si nécessaire. Et pour terminer, n'oubliez pas que vous avez aussi des offices de tourisme sur vos territoires qui sont à vos dispositions pour vous accompagner dans vos missions. Voilà, je vous laisse la parole maintenant, Françoise. Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour ce premier webinaire en cœur de Bretagne. Alors, voici le programme qui nous attend pour les 2 petites heures que nous allons passer ensemble. Tout d'abord, nous allons faire un petit rappel des enjeux et opportunités de s'inscrire dans les transformations en cours. Il sera d'abord question des tendances du marché du tourisme, en particulier slow tourisme, les différentes formes d'itinérance, l'agritourisme et la micro-aventure, qui sont des tendances de marché saillantes, palpables et tout à fait en phase avec votre territoire. Nous mettrons un petit peu également en perspective en quoi la crise est un accélérateur des transformations sociétales en cours. Puis, nous interviendrons nous ferons 3 focus sur des nouvelles clientèles qui sont en phase avec le positionnement de Cœur de Bretagne, à savoir tout d'abord les itinérants, qui nous seront présentés par Gilles Bourgeois. Ensuite, les mini-groupes affinitaires, les fameux GIR, groupes d'individuels regroupés, qui seront présentés par David Paquet. Et ensuite, en dernier lieu, les clientèles de proximité par moi-même. Comme vous l'a dit Orlan, nous sommes à votre disposition entre chaque des petites questions d'éclaircissement. Et puis, quoi qu'il en soit, nous avons 10-15 minutes de temps d'échange qui sont prévus à la fin, donc où là, on essaiera de se projeter un petit peu au regard de les informations que nous vous avons communiquées et comment vous les appropriez à l'échelle de vos activités respectives. Voilà, et enfin, nous terminerons par les 3 prochains rendez-vous des 3 webinaires qui auront lieu la semaine prochaine et le dernier la semaine suivante. Alors, commençons tout d'abord par les tendances du marché. Nous savons que la période est difficile pour les professionnels que vous êtes. Néanmoins, avec ce premier webinaire de sensibilisation, nous vous proposons de mettre en évidence les opportunités aujourd'hui offertes aux acteurs de la destination Cœur de Bretagne, compte tenu des atouts dont elle dispose. Alors d'abord, le contexte de crise sanitaire dont il est question depuis maintenant plus d'1 an, effectivement, agit comme un accélérateur pour des raisons à la fois économiques, de conscience écologique, également un engouement pour la consommation locale
et toute la dynamique solidaire du travail en réseau que nous avons pu constater tout au fil des mois. Pour s'inscrire également, les opportunités offertes aux acteurs de Cœur de Bretagne, ces transformations permettent de s'inscrire de façon profonde dans le marché qui évolue en matière de consommation touristique. Vous disposez de nombreux atouts, vous êtes un territoire fondamentalement vaste, varié, à dominante rurale, tout à fait propice à tout type d'activité de pleine nature, et c'est tout à fait ce dont on a besoin en ce moment. Les opportunités qui sont offertes sont également le moyen de valoriser les espaces ruraux et les savoir-faire locaux en s'appuyant sur l'authenticité qui vous caractérise en Cœur de Bretagne. Et enfin, il sera également question du fort développement des mini-groupes affinitaires et des tribus, dont David Paquet nous parlera amplement tout à l'heure. Alors, commençons par une tendance saillante et très palpable en ce moment, qui est le slow tourisme. De quoi parle-t-on et pourquoi? Alors, à l'origine, d'abord, pourquoi un hamburger? Eh bien, peut-être on peut dire la slow food est au Big Mac ce que le tourisme de masse. Le courant slow est né en Italie dans les années 80, lorsqu'un groupe de gourmets et critiques gastronomiques s'érige contre la prolifération des fast-foods. Depuis, différents courants slow se sont développés, du slow management à la slow cosmétique, ayant pour valeur commune le respect des hommes et de l'environnement, mais aussi prônant la qualité et la proximité. Le slow tourisme a pris de l'ampleur dernière année en réaction au surtourisme. De nouvelles clientèles aspirent désormais à plus de sens, à plus d'authenticité. Et puis l'urgence écologique à laquelle nous sommes confrontés renforce encore davantage la nécessité de revenir à l'essentiel, au plus près de la nature. Vous voyez ici la photo de Venise, avec le contraste assez saisissant de ce paquebot, d'ailleurs, qui maintenant n'ont plus droit de citer dans le cœur de Venise. Le slow tourisme en quelques exemples. Alors, le slow tourisme est indissociable de l'engagement responsable et du partage humain. Voici quelques exemples, à commencer par le département du Gers, qui fut la destination pionnière en matière de slow tourisme. Une marque a été créée, Terre à Gers, c'est une marque déposée, créée par le comité du tourisme du Gers en 2009, afin de donner de la visibilité et au savoir-faire gersois en matière de développement durable, qu'il s'agisse d'hébergement, de restauration, de produits locaux, mais également d'événementiel. Cette démarche fédère de nombreux acteurs du territoire autour d'un positionnement slow tourisme. Ils sont tous, les acteurs de ce territoire, tous ceux qui ont adhéré à cet engagement, ils sont tous engagés par une charte et en direction d'une écolabellisation. C'est ce qui a permis d'ailleurs de donner une telle visibilité avec un affichage slow tourisme à l'ensemble de la destination. La Bretagne également, plus près de nous, a fait le choix depuis plusieurs années de s'engager. Sur le site internet du CRT, il existe un accès Voyage responsable en Bretagne qui invite les visiteurs à découvrir le territoire en mode slow, sortir des sentiers battus, découvrir l'itinérance, faire de belles rencontres avec la population, apprécier la gastronomie. Nous sommes bien là au cœur d'une démarche slow. Et plus près de vous, en Cœur de Bretagne, plus près de nous, eh bien, les initiatives orientées slow tourisme se multiplient également. En voici quelques exemples, évidemment loin d'être exhaustifs. Le premier exemple, c'est l'écodomaine du Bois du Barde à Mellionec, qui est une ferme bio et qui fait de l'accueil touristique. Elle propose en outre la visite de la ferme, bien sûr, des ateliers de permaculture, des balades en itinérance avec les ânes. Un deuxième exemple, la ferme Mélon à Plouguer-Nével, qui propose différents types d'hébergements à la ferme, ainsi que des prestations bien-être pour les individuels et pour les groupes. Et un troisième exemple, le refuge de Coatfur, un refuge pour loups, mais qui est ouvert au public, ce qui est unique en France,
où le visiteur est invité à observer ces mystérieux pensionnaires et à découvrir leur mode de vie. À pas de loup, bien sûr. Le refuge est engagé dans une démarche responsable. Il propose également des hébergements, des séjours en yourte, et puis également tous les vendredis soirs de l'été, des dîners aux chandelles. On est dans une démarche slow, de valeur, de respect de l'espèce animale. De nombreuses autres initiatives se développent partout en France, y compris dans les villes. En voici un exemple avec le Solar Hotel. Le Solar Hotel est situé dans le quartier de Montparnasse à Paris. Cet établissement se revendique comme le premier hôtel écologique, économique et militant de Paris. Qu'est-ce qu'il caractérise? Eh bien, énergie solaire, récupérateur d'eau de pluie, optimiser des déchets, des savons artisanaux en vrac, du linge de toilette en coton équitable, un petit déjeuner bio, le prêt de vélo pour se déplacer dans la capitale. Voilà encore un exemple, y compris en ville, de la démarche slow que l'on peut constater aujourd'hui sur le territoire français. Voici un autre exemple, celui d'une destination touristique que je connais bien, à Corançon en Vercors, à proximité de Grenoble. Alors, c'est un événement orientation slow tourisme qui a été créé dans le but de promouvoir le positionnement de la destination pour attirer des clientèles de proximité. Alors, cet événement, Slow Days en Vercors, répond à d'abord la nécessité de diversification de la station de moyenne montagne. Vous avez sans doute entendu parler des problématiques d'enneigement de plus en plus inégaux dans les stations de moyenne montagne de Corançon en Vercors, entre 1100 et 1200 mètres d'altitude. Donc, le tourisme 4 saisons est plus que jamais indispensable. Le deuxième objectif de cet événement qui a été créé, c'était de renouveler les clientèles. Aujourd'hui, très connue et très plébiscitée par les familles, la destination Corançon en Vercors a souhaité attirer sur son territoire, et notamment à la belle saison et en aile de saison, des couples plutôt citadins, plutôt CSP+, et de la région, hein, cible régionale, puisque le Vercors se situe à proximité de Grenoble, de Lyon, de Valence et de Chambéry, donc avec un bassin de population citadine assez important. Et enfin, le troisième objectif, c'était surtout la valorisation des atouts gastronomiques et des activités de pleine nature qui font les caractéristiques du territoire. Et donc qui sont totalement en phase avec les tendances en matière de consommation touristique. Alors, en quoi consiste Slow Days en Vercors? Bien, c'est un festival sur 2 jours qui a été créé en 2018, auquel j'ai largement contribué. Nous avons créé une trentaine d'expériences mêlant des activités gastronomiques, œnologiques et activités de pleine nature pour faire découvrir le territoire. Ces expériences créées une centaine d'acteurs touristiques du territoire. Et cet événement donc conforte pleinement le positionnement slow tourisme de la station village de Corançon en Vercors comme une destination slow, promouvant son art de vivre et à l'image du slogan que nous avons créé pour cet événement Slow Days, une évasion gourmande au rythme de la nature. Voilà pour le slow tourisme. Je vais désormais la parole à Gilles qui va nous faire une petite introduction sur l'itinérance douce. Merci Françoise, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais donc vous parler de l'itinérance douce. J'étais en train de vérifier que tout fonctionnait, la vidéo et le son, oui a priori. L'itinérance douce, l'itinérance douce, elle est évidemment en pleine phase avec la société telle que nous la vivons aujourd'hui et plus particulièrement depuis 2 ans, depuis 1 an et demi on va dire, puisqu'elle est en phase avec les aspirations de retour à la nature, de déconfinement, d'authenticité et de vitalité autant que faire se peut. L'itinérance douce, c'est un marché qui est en pleine expansion, qui représente plusieurs milliards d'euros comme c'est écrit,
et qui représente un certain niveau de dépense supérieur à un touriste en séjour. On considère qu'un touriste itinérant dépense entre 15 et 20% de plus qu'un sédentaire. Vous avez des chiffres là qui sont identifiés, qui sont généralement la moyenne, hein, quelle que soit la région que l'on prend. Et d'ailleurs, c'est à peu près le cas sur ces chiffres-là donnés par le CRT Bretagne. Les chiffres sont pour un touriste en séjour aux environs de 54 € et un touriste itinérant, selon le mode de transport qu'il a, il va dépenser, on va dire, entre 65, parfois même jusqu'à 75 €. Donc, je vous ai donné un chiffre moyen qui était de 70 €. L'intérêt, évidemment, des itinérants, c'est les ailes de saison, puisque leur saison à eux s'étale de mois de mai à octobre. Je vais tout de suite essayer de faire, si vous voulez bien, un espèce de portrait robot du tourisme, de l'itinérant et sur le… Oh, pardon, c'est moi qui ai la main, Françoise? Non, je voudrais revenir sur la slide précédente. Je n'ai pas tout à fait terminé. Allô, allô? Voilà, merci. Faire tout de suite un point sur, en fait, faire une distinction entre ce qui s'appelle les excursionnistes et les itinérants, c'est-à-dire deux catégories de clientèle dans le mode d'itinérance. Les excursionnistes, c'est plutôt les locaux, ceux qui se baladent à la journée ou à la demi-journée. Clairement, ils sont à 80% piétons, ils sont locaux, et ils préfèrent effectivement les balades plutôt en aller-retour, voire en boucle. Ils sont excessivement nombreux. Si on prend les chiffres de Bretagne, donnés notamment sur les chiffres relevés sur les véloroutes et voies vertes, ce que je vais appeler les 3V régulièrement, en 2019, ils étaient 4 millions. En revanche, leur impact est faible, proportionnellement faible évidemment. Pourquoi? Parce que seulement 5% d'entre eux consomment et ils dépensent en moyenne 14 € par jour. Ces chiffres-là sont à peu près les mêmes, légèrement supérieurs si on prend d'autres véloroutes et notamment la Via Rona, sur les mêmes chiffres en 2019. Mais globalement, on peut dire que les excursionnistes sont peu nombreux à consommer. Chez vous, en Bretagne en tout cas, ils vont clairement avoir comme objectif la baignade et la plage. Et ils consomment de toute façon peu, imaginons ou disons plutôt entre 15 et 20 € à peu près par jour. En revanche, eh bien, c'est une clientèle qui, à mon goût, est intéressante à étudier, parce que, particulièrement depuis la Covid, puisque c'est une clientèle locale, et qu'ils sont 4 millions. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur le site Tourisme Bretagne ce qui est fait notamment sur le thème des expériences bretonnes, qui est très intéressant. C'est Amandine Launay qui s'occupe de ça. La deuxième typologie de clientèle à ce niveau-là, ça va être les itinérants, ce que j'appellerais les vrais itinérants. Alors eux sont 100% touristes. Un quart sont même étrangers et essentiellement à vélo. 3 sur 4 font du vélo dans les itinérants. Ils sont, toujours pour ramener ces chiffres-là sur la Bretagne, beaucoup moins nombreux, à peine 100 000, rappelez-vous, 4 millions sur les excursionnistes. Par contre, ils ont un impact économique aussi important, 5 millions d'euros, aussi important que nos 4 millions d'excursionnistes. Pourquoi? Parce qu'ils consomment. Parce que quand on est itinérant, d'abord, on a besoin d'hébergement, peut-être un petit peu plus confortable, peut-être on a besoin d'un bon repas, on a besoin de boissons, on a besoin de ces notions de récompense à l'effort, qui sont les repas, les boissons. On a aussi peut-être des achats de souvenirs, tout simplement. Et puis, on a de la consommation de visites, de musées, de monuments, etc. Et puis, de la consommation de ce que l'on peut retrouver, de ce que l'on a besoin sur l'itinérant. Ces itinérants-là, que ce soit des excursionnistes ou des itinérants purs, si j'ose dire, ont besoin de labels. Les labels sont des gages de qualité pour eux et des gages de sécurité dans leur démarche et dans leur réservation. Simplement quelques labels d'hébergement: accueil paysan, bienvenue à la ferme, Gîte de France, qualité tourisme, j'en oublie des dizaines certainement, et il n'y a pas que les labels sur l'hébergement. Voilà sur une présentation. Je voudrais qu'on démarre, si on veut bien passer sur la slide suivante, sur des modes d'itinérance principaux. Nous aurons 2 slides là-dessus, principaux et secondaires. Les principaux, je vais évidemment vous parler du mode d'itinérance de la randonnée pédestre. Soyons clairs, la randonnée, c'est la première activité pratiquée par les Français en séjour touristique. 15 millions de Français pratiquent la randonnée en séjour touristique. La montagne est aussi la destination privilégiée pour 80% d'entre eux, d'accord? Notamment avec l'accompagnement d'un professionnel, j'y reviendrai tout à l'heure quand on rentrera dans le détail des clientèles itinérantes. Mais il y a 2 formats qui sont intéressants, à mon avis, pour Cœur de Bretagne, qui sont la randonnée liberté, et le trail.
La randonnée liberté, je vais reprendre l'exemple que Françoise vous donnait avec le Bois du Barde qui fait des randonnées avec des ânes, des randonnées en liberté, c'est-à-dire que le randonneur est autonome et part avec son ou ses ânes et c'est très intéressant. Et il y a d'autres d'ailleurs, toujours sur le site de Tourisme de Bretagne, il y a d'autres exemples qui sont très intéressants, inspirants, je dirais. La deuxième chose, c'est évidemment le trail. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que vous êtes une destination trail, puisque ça signe les emails notamment de Cœur de Bretagne. Vous avez un territoire qui est parfait pour ça, et vous avez un trail de Guerlédan qui fait partie du top 10 des trails de Bretagne. Nous reviendrons également un petit peu plus en détail sur cette clientèle-là. La clientèle des cyclotouristes. Un rappel rapidement, Eurovélo, en Europe, c'est 10 itinéraires en France, près de 9000 km d'ores et déjà ouverts. Et dans votre territoire de la Bretagne, c'est la Vélo Maritime et la Vélodyssée, d'accord ? Mais c'est aussi 2 voies vertes. La numéro 6 qui va de l'ouest à l'est et la numéro 8 qui va du nord au sud. Ce qu'il y a d'important à comprendre sur l'itinérance vélo, c'est que la fréquentation des itinéraires vélo est en très forte augmentation. Vous avez un chiffre qui apparaît qui est de 10% en 2020. Mais c'est 10% en prenant en compte les confinements. Si l'on extrait une période entre le premier confinement et la fin d'été, on est à plus 29% de progression. Donc clairement, l'itinérance à vélo explose, d'accord ? Y compris, pour avoir quand même un chiffre de 10% alors qu'on a vécu des confinements en 2020, c'est quand même assez remarquable. Ça vous donne déjà le nombre de retombées économiques qu'il y a. Et il faut savoir que la France est déjà connue et déjà appréciée puisque c'est la deuxième destination du tourisme à vélo au monde. Alors pourquoi cette ascension du vélo est importante? Eh bien parce qu'il y a d'abord un plan vélo né de la Covid qui est sans précédent, les coups de pouce, les 50 € pour réparer les vélos, les pistes cyclables par exemple en ville pour la Covid, mais aussi des appels à projets, des financements, de l'ingénierie et un plan de relance vers les mobilités douces dont le vélo profite évidemment à part entière. On a également un besoin de respirer, on le vit tous, on a besoin de sortir, on a besoin de profiter des espaces et le vélo est l'outil de transport qui garantit les gestes barrières. Je vous renvoie d'ailleurs à ces plus 29% de fréquentation après le premier confinement. En conclusion, c'est de toute façon un secteur qui n'a pas souffert. Il fait moins 2% en volume, je parle là de vente de vélos, mais il fait plus 10% en valeur. Et nous pensons, à étudier ces marchés-là, que de toute façon, ça va continuer à progresser parce que même la mobilité urbaine à vélo devrait générer de la mobilité loisir. C'est-à-dire que l'urbain qui se déplace pour faire son vélo-taf, comme on l'appelle, va apprécier le vélo et va se dire pourquoi pas partir en week-end, en vacances un petit peu plus prolongées sur mon vélo. Voilà pour les 2 modes d'itinérance principaux. Je vous propose de passer sur les secondaires avec 3 modes d'itinérance qui sont les motards, qui sont les camping-caristes et l'équestre. Alors, je vais commencer dans le désordre. Dans l'équestre, on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Vous dire très simplement que l'équestre, c'est 1 million de pratiquants et qu'il s'appuie, vous avez notamment, vous en Bretagne, la marque Equibrez qui fonctionne bien, je crois. Et de toute façon, c'est clairement ce style de label, ce style de réassurance pour cette clientèle-là. Les motards, 18 millions de motos en Europe, c'est important. Il me semble que les destinations privilégiées en France des motards sont évidemment les routes alpines, et ce n'est pas que la France, c'est en Italie, en Suisse également. Et puis la Méditerranée, pourquoi? Parce qu'ils vont chercher une météo clémente. Ensuite, les camping-caristes, beaucoup plus intéressants à mon goût, mais ce n'est que mon goût, avec 2 types de véhicules, on va dire les gros véhicules, les gros camping-cars, et puis les vannes, avec 2 typologies de clientèle différentes, mais qui se retrouvent sur certains points, notamment le besoin évidemment d'évasion, évidemment de sortir, j'allais dire des sentiers battus, sortir des autoroutes qui sont des sentiers battus pour eux, recherche d'espace et en même temps recherche de sécurité. Nous verrons ça plus en détail tout à l'heure. J'en ai terminé, je dois repasser la parole, me semble-t-il, à Françoise. C'est bien ça, merci. Aborder la 3e grande tendance dont vous avez sans doute entendu parler, il s'agit de la micro-aventure. Le terme de micro-aventure a été théorisé par Alastair Humphreys en 2012. C'est un Anglais féru d'escapades extraordinaires qui a d'ailleurs été élu aventurier de l'année par National Geographic. Mais qu'est-ce qui caractérise exactement une micro-aventure ?
Eh bien, c'est une escapade de courte durée, donc à la journée ou un court séjour, près de chez soi, et qui nécessite peu de moyens. C'est sur ce principe que la plateforme collaborative Chilloway est née en 2017. Aujourd'hui, elle est reconnue pour être, ce site est reconnu pour être le site de référence de la micro-aventure. Son positionnement est d'ailleurs assez clairement affiché dans le manifeste que voici. On n'a rien trouvé de mieux que la France pour vivre des expériences extraordinaires dans la nature. Ça prend moins de temps, ça coûte moins cher et ça fait moins mal à la planète. Rien inventé. On vous propose juste de vous inciter à le faire, donc à sortir plus souvent. Alors, Chilloway propose donc des expériences dépaysantes et le plus souvent sportives, à portée de marche, de vélo ou de train. Mais ce qui caractérise Chilloway, en fait, c'est que les expériences sont testées et validées, donc elles offrent un cadre sécurisant pour les citadins qui les consomment, qui s'en inspirent. La cible de clientèle de cette plateforme, c'est une clientèle plutôt jeune, de 20 à 35 ans, plutôt citadine, avec des valeurs écologiques partagées par une communauté importante de 20 000 ambassadeurs contributeurs dans toute la France. On a des Chilloway maintenant, des réseaux régionaux qui s'organisent. Il y a même un festival Chilloway. Enfin, c'est une véritable communauté qui essaime. La cible prioritaire donc, de Chilloway, je le disais, c'est bel et bien des milléniaux et des générations Z qui sont très adeptes de cette forme de tourisme à la fois simple et spontané. Et c'est dans cette démarche d'ailleurs que s'intègrent complètement les expériences bretonnes dont Gilles nous a fait part tout à l'heure et qui sont valorisées par le comité régional du tourisme. Donc pour quelques heures, pour un jour ou pour un jour, les expériences bretonnes invitent le visiteur à partir de façon insolite à la rencontre des hommes et de la culture bretonne, qui sont les deux axes principaux de ces expériences bretonnes. Une quatrième grosse tendance saillante qui est en forte progression, il s'agit de l'agritourisme, mais au-delà de la valorisation des produits du terroir et des savoir-faire locaux. C'est une tendance forte en matière de consommation touristique, de plus en plus plébiscitée. Effectivement, le tourisme rural représente environ 30% des nuitées touristiques en France. Donc, c'est loin d'être anodin. Ce dynamisme est favorisé par l'engouement pour le bio, les circuits courts, bien sûr. En parallèle de cela, eh bien, l'offre touristique se professionnalise avec de plus en plus de producteurs qui sont labellisés. Alors, bien sûr, pour ne citer que l'accueil paysan, Bienvenue à la ferme, mais il y a aussi de nombreux labels régionaux qui se développent, valorisant les initiatives de visite, de promotion touristique de la démarche agricole. Enfin, la tendance est à la diversification des prestations, c'est-à-dire que de nombreux agriculteurs proposent des hébergements insolites, des expériences collaboratives, des ateliers de fabrication. C'est le cas de la ferme Mazadou, qui est à Bulat-Pestivien, à côté sur l'agglo de Guingamp-Paimpol. Alors, cette ferme, elle propose notamment des séjours zen qui intègrent de quelques jours, un court séjour, qui intègrent un hébergement de type glamping à la ferme, et puis des séances de méditation, de la randonnée pédestre et des ateliers boulangerie. Donc, vous voyez la photo ici en haut, donc c'est de la boulangerie à l'ancienne. Donc, on est bien dans une démarche collaborative d'être dans l'action. D'une façon plus générale, la gastronomie, les produits du terroir et les savoir-faire locaux sont un facteur d'attractivité très important qui reflète l'identité d'un territoire. Le succès du tourisme gourmand en est l'illustration. C'est d'ailleurs une thématique d'excellence de la destination France, promue par Atout France comme étant le symbole de l'art de vivre à la française dans le monde entier.
Et le tourisme brassicole, hein, la bière, est assez récent dans notre pays. Il connaît depuis la fin des années 90 une croissance assez fulgurante dans de nombreuses régions de France et en particulier dans les Hauts-de-France qui caracole en tête. Tout comme l'œnotourisme, hein, le tourisme viticole, vitivinicole, qui est en progression de 30% en 6 ans, le tourisme brassicole se situe à la frontière d'un tourisme culturel, terroir et gastronomique. Cette thématique est d'ailleurs valorisée également sur le site du Comité régional du tourisme de Bretagne par le biais d'une page dédiée Où boire une bière made in Bresse. Parmi les producteurs régionaux, la microbrasserie artisanale Coref, que l'on voit ici en photo, est une institution. Elle a été créée en 1981 sur son site de Carhaix, un espace à la fois muséographique, des visites guidées et, de façon événementielle, des démonstrations de fabrication de bière, comme au temps de la Vorgium gallo-romaine. On est bien là au cœur du tourisme expérientiel, hein, quand on parle d'agritourisme. Parlons maintenant, après avoir passé en revue les tendances saillantes en matière de consommation touristique, penchons-nous maintenant sur les transformations sociétales qui ont été exacerbées par la crise sanitaire. Le contexte de crise a contribué à accélérer des transformations en cours, tout d'abord sur le plan de la consommation. Nous avons été contraints dans nos déplacements lors du premier confinement. Nombreux sont ceux qui ont découvert la vente en circuit court. On assiste depuis 1 an à la montée en puissance de la préférence locale, pas seulement dans le domaine alimentaire. J'ai un petit exemple à vous citer qui est plutôt amusant. C'est le hashtag d'Amazon, en référence à Amazon, bien sûr. C'est une démarche, c'est une plateforme qui a été créée par la région Occitanie pour soutenir le commerce de proximité, et pas seulement dans le domaine alimentaire, mais à tous les niveaux. Et finalement favoriser la préférence locale, l'approvisionnement local à l'approvisionnement via des grandes plateformes de type Amazon. La deuxième tendance saillante qui a été exacerbée par la crise, c'est le nouvel élan solidaire qui s'est développé. Alors d'abord envers les soignants au printemps dernier, hein, puis de nombreuses initiatives sont nées en soutien aux acteurs fragilisés par la crise. Les restaurateurs, malheureusement, en font partie, mais bénéficient quand même assez largement du soutien des consommateurs locaux qui jouent le jeu de continuer à consommer sur l'achat en click and collect, etc. Les départements et les régions, telles la Nouvelle-Aquitaine, ont subventionné le tourisme social pour permettre à des foyers modestes de partir en vacances près de chez eux. C'est une façon finalement à la fois de leur permettre de partir, mais également de soutenir les acteurs privés du tourisme sur leur territoire. Par ailleurs, en nous privant d'une vie sociale normale, la crise sanitaire ne fait que renforcer notre besoin de relations humaines. Besoin de nous retrouver, de retrouver nos proches, familles, amis, les groupes affinitaires dont il sera question tout à l'heure, partager des plaisirs simples, faire plaisir et se faire plaisir. Sur le plan de l'environnement et de la nature, le besoin d'oxygénation a été démultiplié par les confinements et les déplacements restreints. Certaines destinations rurales et de montagne ont connu une fréquentation historique l'été dernier. Parallèlement, la mise en pause industrielle et touristique du printemps dernier a contribué à accroître la conscience écologique. La mobilité douce, les déplacements à vélo et l'itinérance sont en fort développement. Gilles en a parlé tout à l'heure et il en sera encore question quand on rentrera dans le détail des différents modes d'itinérance. Enfin, concernant les transformations numériques, entreprises et salariés ont dû s'adapter dans l'adversité. Télétravail, visio, événements online, formation à distance. L'exemple de ce webinaire en est une forme principale. Hein. Qui eût cru qu'il y a 18 mois, on eût pu faire ce genre d'événements en ligne. La crise a contribué à accélérer la digitalisation en France,
qui était d'ailleurs un petit peu en retard, il faut le dire, et le développement de nouveaux modèles économiques, la vente en ligne, le click and collect, le boom du sans contact, entre autres. Sans prétendre être exhaustive, ces transformations profondes de la société et les besoins exacerbés par le contexte sanitaire rejoignent les aspirations en matière de consommation touristique. Quels sont-ils, ces besoins exacerbés? Effectivement, dans le contexte de crise sanitaire, les relations sociales, les activités, les déplacements sont contraints. Nous avons plus que jamais besoin de ressourcement et de proximité avec la nature, de reconnexion et de liens affectifs, sociaux, et enfin, l'hédonisme, de nous retrouver et de retrouver les plaisirs de la vie. Nous allons maintenant traiter des différentes clientèles. Peut-être avant cela, on peut faire une petite pause s'il y a des questions, Orlane. Oui, alors n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à les poser dans le chat sur cette première partie du webinaire. S'il n'y a pas de questions maintenant, de toute façon, on pourra les traiter à la fin sans aucun souci. On a un petit temps d'échange qui est prévu pour cela. Donc, je vous propose de continuer avec les clientèles, les différents focus dont nous avons parlé. Et c'est Gilles qui va reprendre la parole sur les itinérants. Absolument, merci Françoise. Alors, les itinérants, je vous propose de basculer tout de suite sur… tout va bien pour le moment, merci beaucoup. Merci Juliette. Les itinérants, faire d'abord sur la slide suivante, s'il vous plaît, une présentation de, on va dire, 4 grandes familles. Ce n'est évidemment pas exhaustif, mais vous allez vous rendre compte en regardant les 4 grands titres en même temps que l'on brosse quand même relativement une part relativement large de la population. Alors, l'idée est de faire un lien avec les cibles prioritaires de Cœur de Bretagne, qui sont notamment les familles et les itinérants, quels que soient les modes de transport, que ce soit du cyclo, que ce soit du vélo, que ce soit de la rando, que ce soit du trailer, que ce soit du camping-cariste, du motard, des amateurs de sport d'eau ou des pêcheurs, ou des amateurs aussi de patrimoine et d'art. Première catégorie, vous allez me dire, pourquoi nouveaux itinérants, alors qu'on sait pertinemment que les seniors actifs et retraités, ça fait partie depuis très longtemps maintenant des itinérants. Oui, c'est peut-être en ça que le titre nouveau est un peu exagéré juste pour eux. Ces 3e ou 4e âge, puisqu'on les appelle aussi comme ça maintenant, sont attirés évidemment par la vitalité. Ils ont besoin non seulement d'avoir une notion de bien-être, d'activité physique et adaptée, mais aussi et surtout de découverte, de partage, de découverte des patrimoines, de découverte de la gastronomie, de découverte de votre culture, de votre art de vivre. Eux, c'est clairement le hors saison. Les vacances scolaires, ils les fuient et on sait pourquoi, heureusement pour eux. Par contre, c'est une clientèle évidemment intéressante parce qu'elle bénéficie d'un pouvoir d'achat certain. Les 3 autres clientèles, les 3 autres segmentations sont peut-être un petit peu plus nouvelles. En tout cas, elles se développent plus fortement que les seniors actifs qui sont, si j'ose dire, bien installés depuis longtemps sur cette notion d'itinérance. Les familles dans un premier temps. Alors les familles, il y a cette clientèle-là qui se développe à travers les nouveaux modes de vie, que ce soit les tribus, que ce soit les familles recomposées ou les familles monoparentales. Cette segmentation-là a besoin de sortir, a besoin de se retrouver, peut-être aussi face à un rythme professionnel, une vie professionnelle qui est de plus en plus intense, et ils ont effectivement besoin de se retrouver. En cela, ils consomment pour repartir l'itinérance. Les 2 autres segmentations, les actifs et les jeunes, je vais faire un regroupement dans un premier temps pour dire que les actifs et les jeunes de moins de 30 ans, ça peut être aussi les mêmes, ont d'abord un besoin commun qui est de sortir. Alors, qui peut être par exemple l'exploit sportif ou l'aventure ou l'inédit, ça se retrouve sur la grande randonnée, etc. Ils ont aussi besoin de ce déconfinement dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est relativement récent, malheureusement et évidemment, vous allez me dire. Besoin de sortir de nos 4 murs, sortir de ma ville pour aller respirer l'air frais, aller vivre. Pour autant, ces actifs et ces jeunes ont 2 spécificités bien distinctes. Pour les actifs, c'est le fait qu'ils soient accompagnés. Il y a toujours un accompagnant, ou en tout cas très souvent un accompagnant selon l'itinérance, on le verra plus particulièrement avec l'itinérance à vélo. Et il est important que ces accompagnants soient considérés également. Dans les jeunes de moins de 30 ans, bien, la spécificité, c'est qu'ils vont avoir cette itinérance soit liée à la découverte d'un sport outdoor.
on le verra avec les camping-caristes, soit lié à un événementiel festif, alors pour le coup, qu'il soit sportif comme le Trail de Guerlédan par exemple, ou qu'il soit musical. D'accord ? Je vous propose de passer à la slide suivante, qui vous présente les bonnes pratiques communes à toutes les segmentations de clientèle itinérantes. Alors, vous voyez qu'il y a 2 colonnes produits et services. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais ça va toujours mieux en le disant que quand on accueille des itinérants, il faut, en particulier quand on a un vélo, une moto et encore plus un cheval, il faut au minimum un local de stockage ou un prêt pour le cheval, des équipements de rangement, des ateliers pour pouvoir réparer, des espaces de nettoyage, etc., etc. Vous allez pouvoir trouver aussi des informations utiles. Par exemple, un camping-cariste, en particulier s'il a un gros véhicule, il a absolument besoin de savoir où se situe la prochaine station-service qui accepte la carte bancaire. Ça peut être un facteur très limitant dans sa progression. Des cartes routières, des listes de numéros utiles. Le médecin, les réparateurs de vélos, le réparateur de moto, le maréchal ferrant ou le vétérinaire pour l'itinérance équestre. Que l'on voit les produits et les services, vous remarquerez de toute façon que les bonnes pratiques d'accueil, elles concernent toujours, absolument toujours, l'entretien et la sécurité, du matériel, ou je dirais de l'animal quand il s'agit de l'équestre, et le confort de l'humain. Et le confort de l'humain, je l'aborde avec les services où évidemment il faut accueillir chaleureusement, mais sinon ne faisons pas de tourisme, je dirais. Vous voyez qu'il y a des éléments assez précis dans l'itinérance. Une tarification à la nuitée est essentielle. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que des aléas météo, une panne sur ma moto ou mon vélo peuvent me faire modifier ma programmation, ou je peux aussi décider, parce que c'est de l'itinérance, d'aller à droite ou à gauche, d'aller au bon gré mal gré où j'ai envie, où la météo me porte, où la route me porte. Très important, l'équipement Wi-Fi et les prises électriques. On a besoin de recharger son GPS, sa batterie de VTT, que dis-je encore, son smartphone, tout simplement. Ils ont besoin de ça. Mais je vais m'attarder plus sur le conseil personnalisé, qui commence par un accueil personnalisé. Les études nous montrent que, par exemple, offrir un verre d'accueil, c'est bien. Le laisser à disposition dans un hébergement, c'est bien. Mais les itinérants apprécient d'autant plus s'ils ont l'hôte qui les accueille et qui va justement partager, échanger, partager son territoire, sa culture, ne serait-ce que pour apprendre à se connaître. À la limite, même si le verre d'accueil n'y était pas, cet accueil personnalisé serait encore plus valorisant. Si vous pouvez faire les deux, évidemment, bienvenue. Cet accueil personnalisé, il va se traduire aussi sur les conseils personnalisés. Alors certes, tout ce qui est topo, carte routière, application, etc., c'est important. Mais au-delà de ces outils, la description personnelle, c'est-à-dire telle que vous la vivez, telle que vous la connaissez, elle est absolument essentielle parce que vous allez pouvoir conseiller votre client en fonction de la perception que vous en avez. C'est-à-dire que là, on parle de conseils avisés et éclairés. C'est parce que je connais mon itinérant, à pied par exemple, mon itinérance ou mon trajet qui part avant de chez moi et après chez moi, que je vais pouvoir conseiller le randonneur que j'ai en face de chez moi, qui peut être un randonneur, on va dire débutant, comme un trailer passionné et j'allais dire le baroudeur. D'accord ? Ces gens-là, ces itinérants-là sont avides de connaissances et vont non seulement apprécier ce conseil personnalisé parce que vous partagez l'expérience client. Et cette expérience client, elle est particulièrement importante quand ils ont une problématique, ne serait-ce qu'une mauvaise météo. C'est quand on a des problèmes que l'on voit les bons prestataires. Je parle de l'ensemble des prestataires, pas simplement des prestataires d'activité. C'est à ce moment-là que l'hébergeur, que le prestataire, que le restaurateur va faire la différence. Au-delà de ça, c'est ce que je vous disais, ce qui est encore plus important, cette clientèle d'itinérance est avide de connaissance de votre territoire, des territoires traversés. Ils veulent s'immerger, ils veulent vous connaître, ils veulent connaître votre vie, votre culture, votre histoire, partagez-la. C'est ce qui fera qu'ils apprécieront le produit qu'ils ont acheté, mais c'est ce qui fera aussi qu'ils vont partager, et là j'en reviens à la Wi-Fi, qui vont partager leur expérience parce qu'ils sont très partageurs de bonnes informations, en particulier certaines clientèles comme les motards, on va revenir dessus. Je vous propose donc de rentrer maintenant dans le, voilà, super, merci, le détail des clientèles itinérantes et en particulier, dans un premier temps, la clientèle cyclotouriste. Alors, tout de suite se dire que l'itinérance à vélo, c'est d'abord un tourisme de proximité. Alors, d'abord, 50%
des itinérants, des touristes à vélo, pardon, ont leur résidence à moins de 200 km, comme c'est écrit. Donc vous me direz 50%, c'est pas d'abord, c'est 50-50 effectivement. Mais j'étais loin d'imaginer, moi, quand j'ai commencé à travailler cette clientèle-là, que 50% habitaient à moins de 200 km. Pour moi, l'itinérance à vélo, c'était les 20% d'étrangers qui venaient de loin, qui venaient traverser une région, un pays, voire plusieurs pays. Non, 50% des touristes à vélo habitent à moins de 200 km de l'itinéraire. Donc, c'est une clientèle un peu plus que locale. Ce serait d'ailleurs intéressant de demander au Mont d'Arrée, qui a une grosse manifestation de VTT, quelle est l'origine de leurs participants et notamment quelle est l'origine qui va au-delà de ces 200 km. Est-ce qu'ils sont sur 80-90% de clientèle qui est aussi dans cette zone de 200 km? En termes de clientèle, ce qu'il y a d'intéressant sur les cyclos, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en moyenne, un cycliste est accompagné de plus de 3 personnes. Il est particulièrement important, comme je vous le disais tout à l'heure, pour eux, pour ces accompagnants-là, de leur proposer un programme. Ceux-là doivent absolument découvrir votre territoire autrement qu'à vélo. Sinon, on satisfait notre cycliste, mais potentiellement, il y en a 3 qui vont être malheureux. Et c'est très facile à faire, ils sont très avides de découverte. La clientèle, c'est principalement des familles, puis des couples, puis des amis. Beaucoup plus rarement, une personne seule et un groupe organisé. Ça tombe bien, autant avoir plus de clients, ils consommeront plus, c'est votre intérêt, c'est notre intérêt. La durée du séjour, vous l'avez, 70% des séjours font 4 nuits et plus. Mais grosso modo, effectivement, vous avez un 3 tiers. 3 tiers de 3 jours, pardon, un tiers de 3 jours, un tiers de 7 jours, un tiers de 10 jours. Mais retenez que 70% des séjours font 4 nuits et plus et vous avez votre cible particulière. Les cyclotouristes consomment de l'hébergement marchand 9 fois sur 10. C'est une saisonnalité estivale à 50%, sur 50% sur l'ensemble des séjours de l'année. Ce qu'il y a d'intéressant par rapport à Cœur de Bretagne, c'est que la campagne arrive en second choix, évidemment après le littoral, mais c'est 25% des séjours d'itinérance. Donc, ce n'est pas anodin. Enfin, dans l'itinérance, c'est une itinérance simple 7 fois sur 10. Donc, c'est-à-dire je traverse d'un point A à un point B tous les jours. Revenons rapidement sur les attentes spécifiques. Vous voyez qu'avoir un garage sécurisé, c'est important. Dites-vous bien qu'il y a des vélos qui valent entre 5 000 et au plus, ce que j'ai vu, moi, personnellement, c'était 14 000 €. Donc, autant vous dire que ce vélo-là, il doit être absolument gardé, sécurisé. Et je ne parle pas d'une grange ou d'une porte en bois avec un maudit cadenas. Il faut que ce soit réellement sécurisé. Sinon, le vélo, d'abord, c'est leur mode, leurs vacances s'arrêtent. Donc là, c'est gravissime. Et puis, c'est juste une valeur importante qui disparaît. Le transport des bagages ou leur transport vers la gare la plus proche sont des attentes aussi particulièrement appréciées. Je vous propose de basculer sur la clientèle itinérante des randonneurs à pied. Vous avez 3 formats qui se détachent. Le format de la randonnée pédestre accompagnée, le format de la randonnée liberté et le format du trail ou de la randonnée rapide. Vous pourrez l'appeler comme ça aussi. La randonnée pédestre accompagnée, c'est le séjour type d'une semaine sur des journées de 5-6 heures de marche sur les sentiers identifiés classiques, les GR, les PR, les sentiers de promenade et de randonnée. Elles sont accompagnées évidemment par un professionnel. Ce qui marche très bien actuellement, ce qui est très tendance, ce sont les produits thématiques. Donc ça peut être des reportages photos, ça peut être de l'exploration, ça peut être de la gastronomie, ça peut être des thématiques rando bien-être comme la rando voie souffle, la marche nordique, etc. C'est un marché qui est en progression chaque année, malgré des prix élevés. Prix élevés, oui, parce que c'est du package complet avec un accompagnateur. Donc effectivement, dans le ciblage des prix, c'est ce qui est le plus élevé, mais il y a quelque chose en face aussi. La randonnée liberté me semble intéressante pour Cœur de Bretagne notamment, parce que, alors certes, c'est une randonnée qu'on voit moins aujourd'hui sur le marché, mais c'est un secteur qui fonctionne, qui se développe à plus de 20% aujourd'hui. Tout public de randonneurs, ça va du randonneur ultra confort, donc qui va rechercher son hébergement, son confort, son repas, etc., jusqu'à baroudeur, qui est prêt à dormir dans le fossé ou dans la toile de tente à côté. Et enfin, le trail ou la rando rapide, qui est complètement en plein essor, qui fonctionne très bien à partir des événements majeurs, tels le trail de Gare-les-Dents par exemple. Et là-dessus, je vous invite à revenir pour ces trois typologies de randonneurs, sur les attentes spécifiques. Je reviens sur mes conseils personnalisés. Vous voyez que les conseils et l'assistance sont importants. Un randonneur à pied a absolument besoin de savoir ce qu'il va rencontrer. Pourquoi? Parce que le mode de déplacement est long. Donc, faire demi-tour par rapport à un obstacle, une route, un sentier qui se serait écroulé, etc., c'est une vraie problématique qu'il ne va pas apprécier.
de ce fait votre connaissance des sentiers. On ne vous demande pas évidemment d'être des randonneurs ou des trailers chevronnés, mais connaître ou vous renseigner auprès de la clientèle qui connaît pour être capable de délivrer cette information est essentiel. Le transport des bagages toujours, et je reviendrai sur la troisième motivation qui est importante, c'est l'offre des hébergements de qualité qui est le troisième facteur de motivation sur un itinéraire. Ça n'a strictement rien à voir avec l'activité en elle-même. Pour autant, c'est le troisième critère de sélection d'un itinéraire. Et pour vous donner un exemple sur des hébergements, les lits simples ou les lits doubles, mais en chambre individuelle, sont importants. 50% des moins de 30 ans privilégient une chambre individuelle. Plus de 60% des plus de 60 ans privilégient cette chambre individuelle. Donc effectivement, si vous avez des hébergements en dortoir, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de clients, mais vous perdez déjà à minima 50% de la clientèle qui le recherche. Je vous invite à passer maintenant sur la clientèle des motards. Merci. Alors, les motards, que dire? Les motards, ce qu'ils aiment, c'est les routes sinueuses, c'est du pilotage, ils n'aiment pas du tout l'autoroute, ils aiment les routes sinueuses et si possible du soleil. Évidemment, en deux roues, c'est moins confortable quand on a un toit. Beaucoup viennent de France, beaucoup viennent aussi d'Europe et à majorité d'Allemagne. Les Allemands sont des gros consommateurs de tourisme à moto. Il y a deux destinations fétiches, comme je vous le disais en France, qui sont les Alpes, les routes alpines européennes, on va dire, et puis la route Napoléon qui descend sur la Côte d'Azur pour cette clémence de la météo. Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que vous avez deux types de catégories de motards ou deux types de séjours. Le séjour de 3 jours qui se fait sur des petits groupes ou des couples, et le séjour long qui va se faire avec beaucoup plus de motards, et c'est là qu'on va retrouver beaucoup plus d'étrangers. En revanche, quel que soit le profil de clientèle que vous avez motard, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le motard ne fréquente pas un hébergement qui ne propose que la nuit et le petit déjeuner, même s'il y a un restaurant à côté. Il leur faut, tout compris, l'hôtel, le restaurant et si possible le bar. Et ça devient très intéressant parce que c'est une clientèle clairement qui est festive et qui consomme. Ils aiment se faire plaisir. Le bar fonctionne généralement très bien. Vous me direz, c'est surprenant, ils prennent la route le lendemain. Oui, mais c'est leur problème. Mais bon, ceci dit, pour le gérant de bar, il faut aussi parfois faire attention à ça, particulièrement avec les clientèles nordistes. Je vous invite enfin, pas enfin d'ailleurs, il y en reste deux, sur la clientèle équestre, les cavaliers. Je vous remercie. Merci Françoise ou merci Orlane. Alors, les itinérants à cheval sont très souvent propriétaires de leur cheval, donc ils vont y faire très attention. C'est encore plus précieux, évidemment et heureusement, qu'un vélo ou qu'une moto. Généralement, ils sont affiliés à un centre, ils sont affiliés à une région, à un groupe, et ils sont très fidèles à ça. Ils vont être très fidèles à une destination, à un centre ou à un guide spécialisé qui les amène visiter, faire de l'itinérance sur telle ou telle région ou tel pays. D'accord ? Là-dessus, je ne vais pas m'étendre, vous dire d'abord que vous avez Equibraise et que c'est une clientèle qui est identifiée sur Cœur de Bretagne et qui a certainement des choses magnifiques à découvrir parce qu'on est sur un contexte justement authentique. La spécificité, les attentes spécifiques sont liées complètement au cheval et ça sort pour le coup un petit peu du contexte habituel, mais vous avez besoin d'attaches solides. Ça paraît anodin, mais quand on a une pause de courte durée, par exemple sur un restaurant ou une ferme auberge à midi, il ne faut pas une simple corde, un coup d'épaule et le cheval, il dégage l'attache et il s'en va. Et là, c'est problématique. Donc, des attaches solides, du pré, des écuries, de l'eau et du fourrage. Et ce que je vous disais évidemment tout à l'heure, vétérinaire et maréchal ferrant, si vous ne les connaissez pas, c'est important de savoir où ils sont et au moins de prendre un premier contact avec eux pour être capable de conseiller le propriétaire, le cavalier, qui voudra soigner son cheval, évidemment. Là, pardon, j'ai oublié de vous dire, que ce soit sur les motards ou sur, mais c'est pas besoin de revenir sur motards, pardon, que ce soit sur les motards ou l'équestre, les cibles marketing. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'aller travailler en cible marketing avec eux sur non seulement les agences ou, par exemple, les clubs spécialisés pour les chevaux, mais aussi faire des partenariats publicitaires. Alors, ça va être sur des magazines, des émissions, des blogs qui vont conseiller, puisque notamment les motards sont très férus de partage des bonnes informations. Ils fonctionnent très bien. D'où encore l'intérêt de votre Wi-Fi et de votre prise électrique, parce qu'ils font votre promotion si ça se passe bien. Et il ne faut surtout pas les limiter là-dessus. Donc, mettez des prix s'il n'y en a pas, si j'ose dire. Je vous propose maintenant de passer sur les camping-caristes. Ça y est déjà, merci beaucoup. Les camping-caristes, deux types de clientèle. On va dire le camping-cariste, c'est-à-dire le camping-car, le gros véhicule, et de notre côté, le van.
On pourrait schématiser en disant que le gros véhicule va être plutôt sur la clientèle retraitée, éventuellement actif, CSP+, mais on va dire plutôt plus de 50, on va dire plus de 50 ans, oui, tout à fait. Et de notre côté, la clientèle van qui va plus jeune, jeunes actifs souvent, qui voyagent en couple très très souvent. Les deux, que ce soit le gros véhicule ou le van, ont des besoins communs. Sortir des autoroutes évidemment, avoir des points de vue remarquables, avoir des paysages extraordinaires, vous avez ça, il n'y a aucun souci. Mais les deux vont avoir à la fois des besoins communs et des besoins différents. Besoins différents. Le gros véhicule aura besoin d'informations spécifiques et de la sécurité du confort à travers des airs, notamment pour faire ses vidanges d'eau usée, etc. Sachez qu'ils voyagent très souvent avec un animal domestique. 27% voyagent avec. Donc, si vous êtes dans un espace où vous refusez le petit chien, ça peut être problématique. D'accord ? Ils vont avoir aussi besoin de se retrouver. Mais je vais y revenir très vite parce que ça peut être presque commun avec la clientèle des vannes. La clientèle des vannes, au contraire, elle va avoir besoin de plus d'espace. Ça va être notamment pour la découverte des sports outdoor, des festivals de musique ou de danse ou autre. Et ce van, en fait, il sert au déplacement quotidien. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que sur 50% de la clientèle des camping-caristes, et je mets bien les gros véhicules et les vannes, c'est en ça que c'est surprenant, c'est que ces 50% de clientèle-là ont besoin d'aller sur des aires aménagées. Alors très honnêtement, moi j'ai été surpris par ce chiffre-là quand je l'ai vu pour la première fois, parce que je me disais pour moi, la clientèle des vannes, les jeunes actifs, les sports outdoor, les festivals de musique, etc., ils avaient plutôt envie de se poser sur un parking avec une vue remarquable, sur un espace vert avec une vue remarquable, loin du monde. Eh bien non, 50% d'entre eux ont besoin de se rassurer. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'être avec d'autres. Alors potentiellement, ils vont aller sur un spot de kitesurf, ils vont aller sur un spot de kayak ou sur un spot de parapente ou de je ne sais quoi, de sport outdoor, mais ils vont se regrouper pour être rassurés et plutôt que seuls perdus en pleine nature. Les cibles marketing, et j'en terminerai là-dessus, sont intéressantes à travailler parce qu'il y a évidemment des sites de location de camping-car ou de van de particulier à particulier qui peuvent aider à faire connaître la destination, mais également des sites spécialisés. J'en cite un qui est Park Fortnite. Si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas, ça vous donne effectivement, ça leur donne évidemment toutes les indications de stop et d'arrêt en fonction des critères qu'ils souhaitent. Je crois que j'en ai terminé et je dois passer la parole à David. Quel orateur passionné, ce Gilles. Merci David. Alors, moi, je vais prendre le relais sur les mini-groupes affinitaires avec une nuance importante par rapport à l'itinérance, c'est que sur ces mini-groupes affinitaires, on va être davantage sur un seul lieu. Une des difficultés pour les hébergeurs de travailler avec les clientèles itinérantes, c'est toujours de se dire, j'organise, je fais ma promotion, et je bâtis mon modèle de fonctionnement sur une nuit dans la relation avec le client, plus rarement 2 nuits, mais c'est quelque chose qui est assez difficile et en haute saison, quelques hébergeurs se refusent à travailler avec les clientèles itinérantes pour ces contraintes-là. Il y a néanmoins un modèle qui fonctionne très bien là-dessus, mais je vais vous parler d'un autre modèle qui est celui des mini-groupes affinitaires qui, au contraire, est basé sur le site. Je reste sur le site et on va s'interroger sur les raisons pour lesquelles il reste sur le site. Donc, en premier lieu, ce que j'ai appelé les leviers de réussite, c'est les éléments spécifiques à l'offre qui vont amener véritablement un contenu. L'enjeu de ces contenus, c'est de vous rendre plus attractif, de vous différencier de vos voisins et en même temps, c'est de partager une passion, comme Gilles l'a fait tout à l'heure, avec vos clients. C'est ce qui est relativement difficile à faire, mais qui est un gage de réussite pour beaucoup d'établissements. Vous allez voir plusieurs exemples qu'on va passer en revue sur la manière de bâtir ces contenus. Deuxième élément, c'est qu'il faut que le site et les équipements soient adaptés. En fonction des contenus qu'on va développer, on a besoin parfois d'une salle, on a besoin d'équipements complémentaires pour venir conforter l'offre qui va être proposée pour avoir véritablement un lieu qui s'y prête ou des équipements qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui sont les raisons même de la venue. Et puis, le troisième point,
c'est que parfois, vous ne savez pas tout faire et que vous avez des envies ou vous avez un site qui vous permet de développer beaucoup de contenu, mais vous avez besoin de vous reposer sur ce que j'appelle des personnes ressources qui vont utiliser votre site pour proposer leur contenu, mais pour lesquels vous allez du coup mettre en avant votre établissement pour amener des séjours sur place. L'avantage de cette formule, c'est que vous allez, pour une part, choisir les dates, c'est-à-dire organiser votre calendrier en évitant les périodes qui sont déjà très demandées, les week-ends prolongés, les périodes d'été, etc., pour essayer au contraire de bâtir votre calendrier sur les périodes qui vous intéressent. Alors, ça présente bien sûr toujours un risque, il faut vraiment que le contenu fasse la différence pour attirer les clients. Alors, on va regarder la diapo suivante qui va nous donner une information sur les types de contenus qui intéressent ces mini-groupes affinitaires. Je commencerai par la droite, par l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, c'est une véritable recherche que de travailler sur son épanouissement personnel et à travers différentes offres, différentes approches, différentes formes de coaching, on peut l'appeler aussi de cette manière, on va accompagner ses clients vers des formes d'épanouissement. Deuxième contenu qui est assez proche du premier, mais qui va un petit peu plus loin, c'est les notions d'apprentissage personnel. Je fais de la photo, je pratique l'usage du drone, je m'intéresse à ces pratiques-là, mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin de techniques, j'ai besoin de discuter avec d'autres personnes qui partagent ces passions. Et donc, je vais rentrer dans cette thématique apprentissage personnel. Troisième point, c'est ce qu'on appelle la pratique sportive. Alors, je voudrais vraiment encadrer le terme sportif. Vous aviez juste avant moi un pur sportif passionné. C'est un petit peu mon cas aussi. Mais simplement, la notion de sportif, c'est justement la notion d'investissement. On peut être sportif en pratiquant les échecs. On peut être sportif en pratiquant la pêche. C'est le fait d'être véritablement passionné, ancré dans sa pratique, où on va rechercher, de la même manière que pour l'apprentissage personnel, on va rechercher la présence d'autres personnes passionnées et la présence de ses pairs pour apprendre et aller plus loin. C'est notamment tout le travail qu'on peut avoir aussi avec les guides de pêche. On verra un exemple à ce sujet. Après, on va avoir dans les mini-groupes affinitaires et dans les thématiques, tout ce qui va tourner autour de la thématique de la détente, du ressourcement. Aujourd'hui, particulièrement dans cette période difficile, on voit émerger des espaces, des domaines qui proposent cette véritable détente. Ça peut être aussi un hôtel, ça peut être un gîte. Pour ma part, je travaille beaucoup avec les hébergements insolites et on voit que ça correspond parfaitement à la période qui nous préoccupe, c'est-à-dire à la fois un hébergement très intime où je ne vais pas être mêlé à d'autres clients et en même temps une immersion dans la nature, une forme de détente, des équipements qui vont relativement loin parce que là, encore une fois, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien le site et les équipements qui vont être un élément déterminant pour affirmer ce positionnement. Et puis, deux derniers thèmes qui sont peut-être plus en relation avec la famille, c'est tout l'aspect détente et loisirs. Je dirais presque malheureusement, beaucoup d'établissements qui sont destinés aux familles ont des offres de détente qui sont relativement classiques et qui ne font pas la différence sur cette thématique détente et loisirs. Je vais essayer de vous montrer un exemple ou deux sur ce thème qui, du coup, vont vous amener un petit peu ces questionnements. Et puis, en dernier lieu, convivialité, famille et amis. Sur le principe, on se dit, mais tous les hébergements proposent ça. Ben non, dans la façon d'organiser la convivialité, d'aménager les lieux, il y a des éléments qui permettent d'aller plus loin sur cette approche et d'être remarqué par cette clientèle. Alors, bien évidemment, vous sentez qu'à travers mon discours, il y a deux enjeux derrière. Un enjeu marketing qui est lié à la visibilité et il y a aussi des enjeux économiques puisque si je travaille sur ces thématiques, sur des périodes qui sont des périodes un petit peu moins demandées, qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact? C'est que je vais augmenter mes taux d'occupation, je vais augmenter mon activité et du coup, je vais conforter mon modèle économique. Ça sera bien aussi le sujet du webinaire que j'aborderai avec vous prochainement.
Alors, on va rentrer tout de suite dans les exemples, avec un premier exemple sur l'épanouissement personnel. Alors, je suis allé le chercher un petit peu loin de chez vous, même si ça sent aussi un peu l'eau iodée. On est dans les Landes. Ce site est particulièrement remarquable et il s'est fait connaître sur toutes ces notions de team building parce qu'il va très loin sur ces notions-là. Tout le travail autour de la pleine conscience, la naturopathie, la permaculture, toute cette transmission qui est faite par le propriétaire et qui va amener véritablement une forte plus-value sur l'organisation du séjour. Là, on ne s'y trompe pas. On vient à la fois s'épanouir et se détendre en même temps. Pour compléter ça, on va retrouver les massages et l'intervention de spécialistes sur le yoga et sur la marche landaise, avec bien évidemment un hébergement qui est typique landais et qui va nous permettre de vivre une expérience client assez remarquable. Autre thématique qu'on va aborder sur la slide suivante, c'est la thématique de l'apprentissage personnel. Se dire à un moment, comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis passionné, je m'intéresse à certaines techniques, que ce soit en rapport avec l'alimentation ou avec l'apprentissage, avec la thérapie. On peut avoir ce type de pratiques qui se font sur des établissements. Là aussi, tout comme pour le premier établissement, les espaces qui vont être dédiés, la décoration qui va être adaptée, et ensuite la déclinaison en termes d'offres va être très importante. Vous voyez, sur les 3 thématiques, prendre soin de soi, prendre soin de vous et de votre couple, se ressourcer, se reconnecter à vos 5 sens. C'est des thématiques aujourd'hui qui parlent beaucoup et où on est dans des tendances lourdes, mais où on se rend bien compte qu'au-delà de regarder quelques tutos sur YouTube, on a besoin d'avoir un accompagnement sur ces plans-là. C'est la raison pour laquelle on va avoir l'intervention d'un thérapeute, on va avoir une approche de coaching assez poussée et personnalisée qui va permettre d'avoir des temps collectifs avec l'organisation des groupes et aussi des temps individuels ou des temps en couple, comme ça a été évoqué, avec des interventions clés sur ces thématiques. Si je continue un petit peu plus loin sur une nouvelle thématique qui est dans la Drôme, on est sur l'école de la nature, pratique des savoirs. Aujourd'hui, on a tous des origines un petit peu rurales, si on va chercher un peu loin. Peut-être en Bretagne, elles ne sont pas si loin que ça, mais en tous les cas, on a tous perdu un petit peu ces notions profondes de connaître les plantes qui sont comestibles, connaître les plantes qui peuvent vous soigner, connaître un petit peu les saisons, savoir travailler son jardin. Mais tout ça, on peut progresser là-dessus et avoir un apprentissage. Sur ce lieu dans la Drôme, l'école de la nature, on va vraiment enseigner, on va vraiment mettre en pratique tous ces apprentissages et avoir des personnes de haut niveau qui vont intervenir sur ce plan-là et qui vont vous amener des outils que vous pourrez ramener chez vous par la suite. Là, encore une fois, si on réfléchit, j'ai mon établissement, j'ai un environnement naturel, je peux travailler un espace de jardin thématisé, j'ai aussi une forêt à proximité, j'ai tous les éléments pour pouvoir travailler sur ces thèmes-là. Peut-être qu'il me manque les personnes ressources, peut-être qu'il me manque l'apprentissage, mais ça, c'est des choses qui peuvent se faire, qui peuvent se travailler. Et c'est aussi l'objet de ce site-là, c'est de former les personnes qui demain vont enseigner sur ces thèmes de la nature. J'ai visité récemment un camping à proximité d'Auxerre où la personne responsable des services était un passionné de botanique et m'expliquait que l'été, au départ, il avait créé un petit jardin, mis des plantes aromatiques et qu'il avait commencé à enseigner un petit peu aux enfants de manière totalement gratuite ce qui était fait. Et il s'est rendu compte qu'après quelques jours, c'était les enfants, les parents qui venaient et on travaillait un petit peu la terre ensemble, on donnait des soins aux plantes et que les parents étaient tout aussi passionnés que les enfants dans la mesure où on a bien un enseignement qui est adapté. J'insiste encore une fois sur la personne ressource.
La thématique suivante, la thématique entre guillemets sportive, qui est liée tout autant à de la passion. Ici, j'ai choisi un exemple dans le Morbihan qui tourne autour de la pêche. Il est bien évident que pour aller sur cette pratique de passionné, parler de la pêche, il faut qu'à proximité, j'ai un parcours pêche. Alors, parcours labellisé, c'est mieux, mais ce n'est pas indispensable. Une belle rivière pour la pratique de la pêche, pêche à la truite ou un grand lac pour la pêche des carnassiers, c'est tout à fait adapté. Si on veut vraiment exister sur cette thématique, la labellisation pêche est un plus pour améliorer la visibilité, et c'est le cas pour l'Araucaria sur ce site-là. Et encore une fois, cette labellisation pêche nécessite d'avoir des équipements, et tout comme Gilles l'évoquait tout à l'heure pour les clientèles itinérantes, notamment vélo, équestre, randonnée, il est indispensable que la personne qui gère son établissement s'intéresse au minimum à la pêche, sans forcément avoir sa carte de pêche à jour, mais au moins de savoir ce qu'on va trouver à proximité, pouvoir donner quelques conseils sur des parcours à essayer, parfois prendre sa voiture, aller pêcher un petit peu plus loin, être en capacité de parler de la météo du jour, mais surtout du lendemain, pour apporter un conseil personnalisé. Dès l'instant où on est dans la passion, il est souhaitable, pour aller sur ces clientèles affinitaires, de partager cette passion. J'ai oublié un point par rapport à tout ce que j'évoque là. Je parle de mini-groupes affinitaires, et d'ailleurs on a évoqué le terme groupe d'individuels regroupés. Le gros avantage de ces offres-là, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir des groupes constitués. C'est que ces groupes, ils se constituent au fil du temps par des passionnés. C'est justement cette diversité qui est intéressante. C'est-à-dire que c'est une personne, plus deux personnes, plus une personne qui vont constituer le groupe. Techniquement et commercialement, c'est un petit peu plus dur à vendre au départ, mais il y a tellement peu d'offres sur ce créneau-là. Aujourd'hui, soit je suis guide de pêche et je m'adresse à un conseil personnalisé et je suis un petit peu cher, ou alors je ne rentre pas dans mon modèle économique, soit je suis guide de pêche et j'arrive à constituer des groupes, et là on est typiquement dans ce modèle-là. Et puis, autre thématique tout aussi passionnante, mais qui nécessite peut-être un petit peu moins de connaissances techniques, c'est tout ce qui va être lié à la thématique détente, avec un hôtel, un éco-hôtel, spa, l'Agré des Landes aussi dans le Morbihan, qui est là aussi un établissement qui a su, dans son concept, et vous le voyez sur la photo, dans sa conception du paysage comme dans son fonctionnement d'établissement, véritablement intégrer la préservation de l'environnement et en même temps tout ce côté bienfait de l'eau, du végétal, de la douceur. On est dans un cocon et ça, c'est ce qui me semble très important. Je vois Françoise à l'écran, je ne sais pas si… Oui, alors entre-temps, le soleil est arrivé. Ah. Et là, je suis un peu zébrée, semble-t-il. D'accord. Bon, donc, merci beaucoup. Peut-être avant de passer à la suite, du coup, on a eu une question. Voilà, on nous demandait les sociétés de portage de bagages sur la destination Cœur de Bretagne. Alors, c'est un service qui est encore peu développé en fait sur notre territoire. On a connaissance de quelques sociétés qui proposent ce service, mais c'est vraiment le démarrage et c'est à développer. Sur Carhaix, il y a l'agence Les Voyages d'Émilie qui s'est lancée depuis l'année dernière sur ce créneau-là. On a la société Ouest Tibus qui n'est pas vraiment chez nous, mais qui peut le faire sur le territoire. Et sachez qu'il y a aussi des hébergeurs qui se chargent de le faire directement entre deux hébergements. Donc voilà, on a conscience que c'est quelque chose justement qu'il va falloir développer sur ce territoire pour accueillir et proposer de meilleurs services aux itinérants. Alors, juste pour compléter, sur des exemples d'autres territoires, vous avez le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur une partie des prestataires qui s'appelle la Malle Postale et qui du coup vont faire ce port de bagages. C'est une association qui est structurée autour de l'itinérance. Et on a parfois des réseaux de taxis également qui mutualisent du transport et du transport de bagages.
qui se spécialisent sur ces questions. Je rebondis, David. La malle postale intervient sur la vélo maritime en Bretagne, donc, à voir, comme le disait Orlane, effectivement, quels sont les autres prestataires. Il y a peut-être comment dirais-je, une mise en commun de projets pour s'associer sur des portions d'itinéraires et apporter ce service-là aux clientèles itinérantes. Parfait. On laisse la parole à Françoise pour la suite. Allez. Et merci pour tous ces éléments. On est riche de toutes ces infos là. Effectivement, on voit la diversité des clientèles et le potentiel très clair de Cœur de Bretagne sur ces petits groupes de passionnés, de sportifs, d'affinitaires, de tribus, etc. Moi, je vais vous parler de tourisme de proximité. Parce qu'on en entend de toute façon beaucoup parler et de façon exacerbée depuis encore plus depuis l'année dernière, mais est-ce qu'il faut considérer que c'est une tendance anecdotique? Je pense que non, sinon ce ne serait pas le sujet du jour. Alors, petite question d'abord, j'ai cru comprendre qu'il y avait des soucis de son, est-ce que ça va mieux maintenant? Ça dépend en fait, des fois ça coupe, c'est très bref, mais… Et là encore? Là, il n'y a pas eu. Mais… Il n'y a pas eu. J'ai changé de prise USB, alors peut-être que ça vient de ça. Écoutez, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais ce n'est pas audible. Donc, qu'est-ce qu'on entend par clientèle de proximité? Alors, cette segmentation, elle est le fruit d'une étude réalisée par le cabinet Kantar sur les clientèles, sur le tourisme intra-régional en région Rhône-Alpes. Trajectoire Tourisme, c'est la région Rhône-Alpes, mais elle est récente, 2019. Et on peut aussi un petit peu extrapoler cette segmentation parce que finalement, à l'échelle de la Bretagne, on a à peu près la même segmentation qui se distingue d'une segmentation classique. Évidemment, on parle souvent d'âge, de sexe, de CSP, etc. Là, on est en lieu de résidence. Donc, on distingue tout d'abord les résidents et les locaux qui sont situés à moins d'1 heure de trajet, à environ 100 km. Pour la Bretagne, ce serait plutôt 60-80. Qui sont des pratiquants d'excursions à la journée. Il en a été question pas mal, qui n'effectuent pas de nuitée, par contre. Donc, ces clientèles-là sont assez proches des clientèles loisirs. Nous avons les clientèles intra-régionales. On en distingue deux types. Les premières sont situées à moins de 2 heures de trajet, environ 180 km. Elles réalisent des courts séjours de 1 à 3 nuitées. Et les autres clientèles intra-régionales qui, elles, effectuent des trajets un petit peu plus longs et qui, par conséquent, effectuent des courts séjours, mais un petit peu plus longs, c'est-à-dire supérieurs à 4 nuitées. Et puis, bien sûr, on a les résidents secondaires. Alors, les résidents secondaires, d'autant que vous en avez beaucoup en cœur de Bretagne, notamment des résidents secondaires bretons, qui ont leur résidence secondaire sur votre territoire, sans doute l'attachement aux racines pour beaucoup d'entre eux, eh bien, ces résidences secondaires ne consomment pas de l'offre comme ne consomment pas un hébergement. En revanche, ils consomment une offre comme un touriste le ferait, et en plus, ils présentent l'intérêt souvent d'être fiers d'être un local, et ils ont un rôle d'ambassadeur significatif. Alors, j'ai mis un petit chiffre ici qui correspond au tourisme intra-régional, c'est-à-dire que 11% des touristes bretons, des touristes qui effectuent des séjours en Bretagne sont des Bretons. Mais par contre, si on y intègre la grande région nord-ouest, c'est-à-dire les clientèles du nord de la vallée de la Loire, de la vallée de la Loire, ainsi que le sud de eh bien là, le chiffre passe à 37%. Donc, ceci constitue la grande région nord-ouest. C'est souvent d'ailleurs le cas dans les études, notamment c'est le cas dans l'étude Reflet, qui a été menée en 2016 pour le compte du CRT de Bretagne sur la fréquentation touristique. À noter que ce chiffre-là, il commence à dater, 2016. Il y a une autre étude qui aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais qui, malheureusement, pour cause de Covid, différée.
Donc, des chiffres à suivre, mais en tout cas des clientèles qui représentent une proportion importante des clientèles bretonnes, hein, donc à suivre de près l'année prochaine avec la nouvelle étude. On rentre maintenant dans les typologies de clientèle. Eh bien, qui trouve-t-on? D'abord, on trouve les couples et les personnes qui sont seules, qui pratiquent majoritairement de l'excursionnisme, donc à la journée. Ensuite, on trouve les seniors qui, elles, les personnes âgées peuvent se regrouper, soit pratiquer en couple, en individuel. Donc, on parlait des autocaristes, des camping-caristes tout à l'heure. Donc, on peut retrouver cette typologie de clientèle en itinérance ou en court séjour. Et on peut également les retrouver, alors, un petit peu moins en ce moment, c'est vrai, du fait du Covid, mais en groupe constitué, donc les séjours organisés par les autocaristes sur Cœur de Bretagne, notamment beaucoup sur la thématique du patrimoine et de la gastronomie. De plus en plus, de façon prégnante, on trouve les groupes d'individuels regroupés, dont David nous a bien parlé, les tribus, les affinitaires. Eux réalisent essentiellement des excursions journées, mais aussi des courts séjours. Et puis, bien sûr, les familles qui, elles, réalisent à la fois des excursions journées et des séjours un petit peu plus longs, supérieurs à 4 nuits. Alors, faisons maintenant un petit focus sur les excursionnistes en Cœur de Bretagne, sur la base d'une étude reflet qui a été réalisée en 2016 pour le CRT sur l'excursionniste en Cœur de Bretagne plus Brocéliande. Donc, comme je vous le disais, une mise à jour sera faite sur le sujet. Si on fait un petit focus sur les profils, on trouve que 28% des excursionnistes pratiquent une activité seule et 23% en couple, ce qui est largement supérieur aux moyennes de la région. C'est les petits chiffres que vous voyez, peut-être pas très bien, entre parenthèses. On trouve ensuite près d'un tiers des excursionnistes sont des familles, avec 29%. Donc, près d'un tiers, ce n'est pas anodin non plus. Et sans surprise, les excursionnistes de Cœur de Bretagne sont à 78% des Bretons. 20% de ces clientèles qui pratiquent l'excursionniste en Cœur de Bretagne et Brocéliande proviennent des Pays de la Loire. Donc, raison de plus, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est une clientèle à suivre également de près. Concernant les activités pratiquées, à 57%, on vient à la journée, donc en excursion, pour découvrir un lieu ou un site, et aussi pour s'y balader, à 49%. Donc, ce sont les deux activités principales pratiquées par les excursionnistes. À noter également que 20% des excursionnistes déclarent venir au Cœur de Bretagne pour faire découvrir un site, faire découvrir l'importance de se retrouver et de partager avec ses proches, les amis, la famille en séjour. Ça s'est emballé. En séjour qui viennent rendre visite justement à leur famille, à leurs amis. Donc, la fierté aussi de partager, de faire connaître ce qu'on a découvert sur le territoire de Cœur de Bretagne. Un chiffre très impressionnant, 23% des personnes interrogées pratiquant l'excursionnisme en Cœur de Bretagne et en Pays de Brocéliande envisagent à 83% de revenir sur le territoire. Donc, on peut en déduire qu'il y a un taux de fidélisation très important et ce qui, pour vous, professionnels, représente un enjeu majeur, même si, effectivement, les excursionnistes dépensent un petit peu moins que les serait-ce que parce qu'ils n'achètent pas de nuitée. Par contre, gros intérêt en termes de rôle qu'ils ont, en termes de prescription et de fierté et d'ambassadeurs du territoire. Et comme le disait également Gilles, à juste titre, avec un partage sur les réseaux très important.
Rentrons un petit peu maintenant dans le détail des clientèles de proximité qui ont des attentes et des comportements bien spécifiques qui nécessitent d'y prêter attention si l'on veut répondre de façon pertinente à leurs attentes. Les résidents ou locaux achètent souvent en dernière minute. À 44% des excursionnistes se décident le jour même ou la veille, contre 34% en moyenne régionale, d'après l'étude de CRT. Ils sont donc météo-réactifs, hein, ça va de pair. Souvent, on se décide une belle journée, on se décide pour faire une sortie, une rando, une visite, etc. sur le territoire. Donc, on peut dire que les clientèles de proximité, les résidents et les ultra-locaux sont extrêmement météo-réactifs. Ils sont également très consommateurs d'animations, d'événements week-end, de sorties d'événementiel, d'où l'importance d'une communication multicanale, c'est-à-dire en ligne et ce qu'on appelle le online et l'offline. Parce que il y a nécessité d'aller chercher de l'information en instantané. Par contre, le offline, donc quand on parle de offline, on parle d'affichage, de presse gratuite, d'agenda sortir, que faire ce week-end, etc. Les clientèles locales sont des grosses consommatrices. Ils s'informent et ils s'inspirent aussi souvent sur les médias plus classiques, d'où l'importance de ne pas négliger ces supports de communication-là. Et il est également important de créer, si vous le pouvez, un réseau d'ambassadeurs avec une page Facebook ou Instagram sur les réseaux sociaux. Créer de l'interaction avec eux, communiquer en dernière minute, lancer des concours, des jeux, des concours photos. Donc ça, c'est de nature à créer le buzz et donc à alimenter le réseau des locaux. Enfin, en termes de prestations, eh bien, il est important de surprendre les résidents et les locaux. C'est le fameux effet waouh, en leur faisant redécouvrir finalement leur territoire sous un angle nouveau. Les incontournables qu'ils croient connaître, eh bien, il s'agit là d'essayer d'inventer une nouvelle forme de visite de ces incontournables. Hein, c'est le cas de l'abbaye de Bon Repos, par exemple, qui des soirées, des projections son et lumière chaque été qui remportent toujours plus de succès. Eh bien, ça, c'est également de nature à impressionner les clientèles, à attirer les clientèles locales et régionales. Quand on parle de clientèle donc plus régionale, centre-ouest, hein, pour vous, eh bien, elles vont être plus sensibles aux achats en dernière minute, mais aux promos, aux offres promotionnelles qui peuvent déclencher un court séjour. Notamment sur les packages tout inclus, parce qu'ils ne veulent pas s'embêter avec de l'organisation. Il faut bien avoir en tête que sur les courts séjours, la dépense moyenne est très élevée. Donc, c'est aussi des clientèles à aller chercher sur de la proximité régionale, on va dire. Hein. Sur ces clientèles-là, gros succès des hébergements insolites, et surtout si elles sont couplées, David nous en a parlé, avec des activités sportives, ça va de pair avec la déconnexion, les besoins de déconnexion et d'immersion dans la nature. Pour ces séjours plus longs, les hébergements secs sont plébiscités, plutôt moyenne gamme, et par les familles, on va dire un petit peu plus modestes. Le parcours d'achat se fait essentiellement, l'inspiration se fait essentiellement en ligne sur les réseaux sociaux et puis surtout sur les sites internet des prestataires. D'où l'importance pour vous d'avoir un site internet évidemment non seulement esthétique et dans l'air du temps, mais à la fois ergonomique et responsive. Hein, responsive qui signifie que la consultation peut se faire de façon ergonomique à partir d'un mobile en situation de séjour. Et bien sûr, les réseaux sociaux qui font partie d'un mode de consultation et d'information de plus en plus important, en plus des avis en ligne sur TripAdvisor, Google My Business, etc.
vous travaillez très certainement déjà beaucoup avec, pour certains d'entre vous, avec les clientèles de proximité, mais si vous souhaitez les développer et les intégrer pleinement dans votre stratégie de commercialisation, eh bien, il y a plusieurs leviers pour cela, hein, et qu'ils doivent être, dans l'idéal, intégrés dans les prestations que vous proposez. Eh bien, d'abord, il s'agit du ludique. Vous avez bien sûr en tête le succès des escape games, des musées, du géocaching. La destination Crazy Brace a développé la famille Crazy qui remporte un beau succès qui favorise de façon ludique la découverte du territoire en mettant en réseau les acteurs autour de 13 activités. Et puis également l'escape game à Giscrift, excusez-moi si j'écorche les noms, à la gare de Giscrift, qui effectivement remporte un vif succès auprès des clientèles groupes et individuelles. Le pédagogique, on en a déjà parlé. Ici, donc, sur la photo de droite, vous voyez, il s'agit de la fontaine Hermette, qui est donc à Ploerdu et qui propose, donc c'est un séjour à la ferme chez des apiculteurs. Il propose des séjours insolites en tiny house. Et également pédagogique puisque vous pouvez dormir avec les abeilles si vous en avez le courage et vous pouvez également pratiquer la récolte du miel avec les apiculteurs. Donc, ça fait partie, la ferme Hermette fait partie des expériences bretonnes qui sont présentées sur le site du CRT. Je me suis d'ailleurs entretenue pas plus tard qu'aujourd'hui avec Claire, qui est donc l'apicultrice de la fontaine Hermette et qui nous fera le plaisir d'apporter son témoignage lors du prochain webinaire qui aura lieu lundi prochain. Voilà, pour nous dire un petit peu la façon dont elle a travaillé pour son offre, coller au maximum aux attentes des nouvelles clientèles. On parle aussi du succès de nombreux ateliers de confection, de cosmétiques bio, de cuisine. On a parlé de la permaculture au bois du Barde. Ce sont des façons de fidéliser, surtout si on fait des cycles thématiques, d'animer votre offre et de fidéliser les locaux en faisant 1, 2, 3, 4 ateliers thématiques différents tout au long de l'année. Voilà, une incitation à revenir chez vous. L'insolite, on en a parlé un petit peu, David est très bien placé pour en parler puisque les hébergements insolites sont en progression de façon exponentielle. Un seul chiffre, plus de 157% entre 2011 et 2019, c'est le chiffre de cabanes que l'on trouve sur le territoire français. Donc, quand on dit cabane, c'est cabane dans les arbres, sur pilotis, etc. Donc, c'est vraiment une tendance forte dans l'air du temps et qui plaît aussi à des clientèles régionales qui veulent s'offrir un petit séjour insolite à proximité de chez eux. La ferme Mazadou, dont nous avons déjà parlé, propose des randonnées itinérantes. Donc, c'est la photo que vous voyez en bas à gauche, propose des randonnées itinérantes de 100 km reliant la ferme à la vallée des Saints par une boucle, de façon à faire découvrir les territoires de la Bretagne armoricaine. Et ce trek s'appelle le trek roulotte, comme son nom l'indique. Vous le voyez, là, la petite veillée camping avec la roulotte fait partie des thèmes également porteurs dans l'air du temps. Et enfin, l'immersion pour répondre aux besoins de ressourcement en pleine nature, ou bien encore la découverte d'un site incontournable de façon inédite et de façon immersive. On a parlé de la visite touristique de nuit, découverte les fameux Greeters dont vous avez déjà entendu parler. Voilà pour les leviers qu'on peut mettre en évidence afin de séduire les clientèles locales. Par contre, les clientèles locales, si elles sont fidèles, sont également exigeantes. Donc, ces clientèles de proximité, eh bien, nécessitent qu'on prenne soin d'elles. Et voici quelques prérequis pour les accueillir de façon optimale si l'on souhaite travailler efficacement avec ces clientèles de proximité.
D'abord, la réactivité, ça on en a déjà un petit peu parlé, il est nécessaire d'être extrêmement réactif dans la communication avec ses clientèles de proximité, par téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux. Il faut être prêt à répondre au pied levé, surtout que, comme on l'a vu, 44% des excursionnistes se décident la veille ou le jour même. Les horaires d'ouverture, si l'accueil des clientèles de proximité permet d'étaler un flux touristique, puisque les clientèles de proximité sont là toute l'année et surtout hors période de forte fréquentation estivale. Donc, c'est intéressant pour vous, prestataires. Néanmoins, ça signifie qu'il faut être ouvert au moment où ils sont là, c'est-à-dire notamment les week-ends et les ailes de saison. La posture d'accueil, eh bien, il faut recevoir le local comme un hôte et non comme un touriste. Il déteste être pris pour un touriste, en particulier le résident et le résident secondaire. Il faut au contraire lui partager ses coups de cœur et ses bons plans et ses passions, comme pour rebondir sur ce que disaient Gilles et David tout à l'heure. La qualité de l'accueil, enfin, c'est une évidence, mais rappelons qu'un client insatisfait le partagera sur les réseaux. Et cela est d'autant plus préjudiciable que les clientèles locales accordent beaucoup d'importance à la recommandation. Recommandation bouche à oreille, bien sûr, de l'entourage, et en ligne avec les avis. Voilà, j'en ai terminé avec les clientèles de proximité. Nous espérons que cette présentation vous a permis de percevoir de façon plus claire les tendances en matière de consommation touristique et l'émergence de nouvelles clientèles porteuses au sein de la destination Cœur de Bretagne. On vous propose maintenant de répondre à un petit sondage avec 3 questions en guise d'introduction à notre temps d'échange. Et je vois qu'il est 16h13, donc nous sommes dans notre timing. Je passe la parole à Orlane, voilà, qui vous propose de répondre à 3 petites questions. Voilà, normalement, vous voyez sur votre écran s'afficher du coup les questions. Donc, on vous laisse quelques minutes pour y répondre et puis on échangera sur vos réponses. Et si vous avez des questions, après, ce sera le moment également. Je vois que ça ne bouge plus trop, donc les personnes qui ont souhaité répondre ont dû le faire. Hop, ça continue quand même un petit peu. Alors, je propose de mettre fin au sondage, comme ça, je vous partage les résultats. Je n'ai pas activé mon micro. François, si vous voulez, du coup… Eh bien, écoutez, je crois que Cœur de Bretagne est mûr pour devenir la prochaine destination slow de la Bretagne. Là, on fait la majorité et effectivement, moi, je pense que le terrain est extrêmement favorable. Vous avez à peu près tous les ingrédients pour cela. Après, peut-être, Gilles, tu veux rebondir sur les itinérances ? Oui, juste le temps de rebrancher mon micro.
Oui, c'est intéressant. Bel intérêt effectivement sur les itinérances, d'autant plus que vous le confirmez avec les clientèles que vous souhaitez développer. Il sera intéressant là-dessus, à mon humble avis, d'aller chercher ce qui existe déjà, et je pense notamment aux franges littorales et en particulier à Vélo Maritime et surtout Vélodyssée qui traverse votre cœur de Bretagne pour aller capter, si j'ose dire, cannibaliser un petit peu de leur clientèle et les amener un peu dans l'intérieur des terres. David, une petite, Moi, un petit je vois que ça commentaire? réagit bien sur toutes les thématiques qu'on a abordées ensemble. Donc, effectivement, je pense qu'on a à la fois dans le public, dans les participants, une diversité d'intérêts, de cibles de clientèle, ce qu'on constate d'ailleurs sur beaucoup d'hébergements, et que du coup, on a intérêt de trouver ces compromis d'offres entre itinérance, groupe affinitaire, cette notion liée au slow tourisme. Je crois que pratiquement tout ce qu'on a abordé interpelle, et donc c'est plutôt stimulant. Orlan, est-ce qu'on a des petites questions sur le chat? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, voilà, je vous laisse écrire les questions dans le chat si vous en avez. Et voilà, moi, je veux juste rebondir sur la troisième question, sur la mise en réseau du coup des professionnels pour dynamiser l'offre et valoriser le territoire. Donc, c'est vraiment la suite aussi qu'on souhaite donner à ces webinaires-là. C'est de travailler une offre, créer des produits, les travailler avec vous, du coup, pour valoriser, commercialiser et promouvoir cette destination. Donc, c'est voilà, vraiment quelque chose qu'on souhaite travailler et vous associer à cette démarche. Peut-être que tout a été clair et qu'il n'y a pas de questions. A priori. De toute façon, on se reverra très bientôt, puisque les prochains rendez-vous, les voici. Nous nous retrouvons autour de la thématique ajuster son offre en fonction de ses cibles de clientèle. Donc là, on va vous présenter des outils pour vous guider, si vous en avez besoin, bien sûr, à ajuster votre offre si vous voulez vous inscrire dans ces tendances et cibler spécifiquement les clientèles, celles que nous avons vues aujourd'hui ou d'autres. Nous souhaitons vous apporter, vous soutenir un petit peu, vous donner une méthodologie à travers des outils que nous allons vous partager. Alors, à quoi ça va vous servir? Le premier objectif de ce webinaire, de ce prochain webinaire, va être de vous aider à faire votre autodiagnostic, à la fois de votre structure et de votre environnement, en prenant en compte les opportunités de marché et le contexte concurrentiel. Ensuite, on s'attachera à travailler une clientèle prioritaire avec un autre outil qui s'appelle le Persona. Et enfin, on travaillera sur la proposition de valeur. Là, on aura des exemples de bonnes pratiques et des exemples inspirants de votre territoire et d'ailleurs, à la fois dans les domaines de l'hébergement, de la restauration et de prestataires d'activités. Nous aurons donc, comme je vous le disais, la présence de La Fontaine Hermette qui nous parlera de ses prestations autour de l'apiculture. Donc ça, c'est pour le prochain webinaire qui durera 1h30 et qui aura lieu lundi prochain, donc animé par moi-même et Gilles sans doute aussi un petit peu, lundi prochain. Jeudi prochain, nous avons rendez-vous avec David. Je te laisse présenter rapidement ton webinaire, David. Alors, dans le contexte qu'on connaît, qui est un petit peu tendu, je dirais, pour certains prestataires en termes d'économie, on a voulu apporter des éléments pour à la fois être capable d'analyser votre modèle économique, mais surtout de voir comment vous pouvez agir en termes de changement, intervention sur les charges, développer votre chiffre d'affaires,
l'importance de revisiter votre offre et soigner votre relation client. Donc, on va aborder un petit peu tout le lien entre le modèle économique et la manière d'agir sur ce modèle économique pour le faire changer, soit à la baisse avec des diminutions de charges, soit à la hausse avec des niveaux d'activité. Et on va essayer de vous familiariser avec la lecture de ce qu'on appelle des tableaux de bord, des ratios, pour vous faire aimer ces chiffres. L'intérêt de ce webinaire, et je le redirai quand on démarrera ensemble, c'est avant tout d'arriver à se fixer des objectifs pour avoir plaisir à travailler le matin, avoir plaisir à agir et se dire ce que je suis en train de faire est utile. Vous connaissez la loi des 80-20. J'agis sur 20% et j'arrive à avoir un 80% de changement. Aujourd'hui, il faut savoir que si on laisse ces aspects-là de côté, malheureusement, on se fait un petit peu déborder et rattraper par la patrouille en disant l'économie, elle est indispensable. Donc, j'espère vous faire aimer tout ça. C'est ma volonté. David. Bon, ce sera un petit peu sérieux, mais néanmoins passionnant. Je fais une petite pause. Le chat, en fait, il ne fonctionnait pas tout à l'heure. Donc, normalement, maintenant, c'est activé. Voilà. Vous pouvez normalement poser des questions s'il y en a. Ah oui, ouais. Alors, on va laisser Gilles présenter le dernier webinaire qui aura lieu le jeudi 8 avril. Absolument, merci Françoise. Donc, je vais rebondir sur ce que vient de dire David avec la loi des 20-80. On étudiera, qui est une loi qui fonctionne très bien aussi en commercialisation. Ce webinaire aura, je dirais, deux étapes essentielles. La première étant de brosser un portrait des options de commercialisation qui existent et qui sont, alors non pas qui existent sur la planète entière, mais qui existent et qui sont ciblées pour Cœur de Bretagne, aussi bien les options de commercialisation classiques que les digitales, aussi bien les options directes que indirectes. Nous verrons quelles sont-elles, comment faire le choix, éventuellement comment faire les bons choix. Et puis, dans la deuxième partie, nous irons mesurer, nous irons travailler, en tout cas vous proposer des exemples de travail sur des évaluations de nos propres commercialisations à travers les performances, mais aussi les freins, les difficultés, voire les échecs que l'on subit. En tout cas, quoi qu'il arrive, de mesurer l'efficacité de ces actions de communication et de commercialisation, parce que c'est à partir de là, et uniquement de là, et ça n'existe malheureusement pas toujours, c'est à partir de cette évaluation qu'on est capable de sortir là, et éventuellement en tout cas, de sortir la bonne ou les bonnes options de commercialisation. On se basera pour ça sur un certain nombre d'outils, dont le dernier, qui est un business model canvas que vous verrez certainement dans les deux webinaires précédents, mais qu'on extraira à la partie commercialisation et qui vient vraiment en clôture des deux premiers webinaires, des deux premiers travaux que vous aurez menés, de façon à ce qu'on puisse préparer votre travail, votre personnalisation de travail de ces commercialisations-là, nécessaires à chacun de vos établissements. Très bien. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous. Orlane, du coup, est-ce qu'on a quelques petites questions qui seraient arrivées? Eh bien non, toujours pas de questions. Oh, mais ça veut dire qu'on a été parfaitement clair alors, c'est ça? J'espère que c'est ça. De toute façon, voilà, il ne faut pas hésiter. S'il y a des interrogations par la suite, à nous envoyer des mails. On est disponible, on est à votre écoute. On se donne rendez-vous du coup lundi pour le prochain webinaire. Si vous n'êtes pas inscrit, il a encore le temps de le faire. Le formulaire est toujours en ligne. Donc voilà, si vous souhaitez participer au prochain et aux autres, c'est encore possible. Merci à tous pour votre participation. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Merci, bonne fin de semaine. Au revoir.